Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 19, déjà 19e épisode. Pop News, qu'est-ce que c'est? C'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle du moment. Je suis avec Adrien. Salut Adrien, comment ça va? Ça va très bien, très bien, ouais, 19 déjà, et toujours autant de news, on s'emmerde pas, il y a toujours de quoi dire, donc C'est moins qu'on puisse dire. très hâte. Ouais, grave. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme d'habitude, les brèves du moment. Un gros sujet dédié à Aquaman 2, puisqu'on a pas mal de choses à vous dire, l'air de rien, puisqu'un nouveau trailer est sorti cette semaine. Comme d'habitude, le point box-office d'Adrien, le radar des sorties de moi-même, et nos recos qui seront peut-être sous le signe des anti-recos ou des recos plus ou moins bonnes. On verra ça en fin d'émission. On va commencer par les brèves, puisque du côté des brèves, on a une petite nouvelle du côté de Loki, saison 2, qui était attendu pour le 6 octobre, si je ne m'abuse précédemment, et ça va changer. Exactement, bon alors juste d'une journée, hein, donc rien de bien méchant, mais Loki saison 2 en fait verra son premier épisode diffusé le 5 octobre à 6h de l'après-midi très précisément aux États-Unis. On peut imaginer qu'en France ce sera la même sur Disney+, en général voilà, ça suit exactement la diffusion américaine, et comme tu l'as dit c'est légèrement en avance, on se demande un peu pourquoi, parce que peut-être qu'ils veulent faire du prime time et tenter une nouvelle date, un nouveau rendez-vous. Voilà, du côté de Disney+ pour Loki, on sait qu'ils attendent beaucoup de cette saison 2, donc voilà pour la news, et on a très hâte de découvrir cette suite, parce que c'est quand même peut-être, pour moi en tout cas, la meilleure série Disney+, sur la plateforme, ouais. En tout cas une série Marvel sur Disney+. C'est la seule à avoir eu droit à une saison 2. D'ailleurs. Exactement. Donc pourquoi pas. Il faut savoir qu'ils ont fait exactement la même chose avec Ahsoka à la fin du mois d'août. Ils ont changé la date de sortie américaine quelques jours avant seulement. Et effectivement, du côté des États-Unis, on fait du prime time. En France, ça ne changera pas la date de sortie, puisque ça sortira quand même le 6 octobre, décalage horaire oblige. Mais ça sortira du coup en début de journée pour nous, comme d'habitude. Donc voilà. Il s'était passé la même chose avec Ahsoka. Parlons de Stranger Things. Stranger Things, saison 5, qui se fait attendre, évidemment. Vous savez que la production est bloquée par les grèves, bien entendu. Mais on nous annonce une très grosse saison 5. Vous savez que ce sera la dernière pour Stranger Things. Sean Levy, qui est le producteur exécutif de la série, entre autres, évidemment, je crois qu'il en réalise d'ailleurs certains épisodes, nous annonce que ça va être une énorme série qui va être presque digne de certains films qu'on est capable de voir au cinéma. Donc voilà, la barre était déjà très haute sur la saison 4 et notamment la fin de saison 4, et visiblement ça ne va pas s'arrêter là avec la saison 5. David Harbour s'était aussi exprimé de temps en temps en disant que ce qu'il a lu ça l'émeut beaucoup. Et le fait que la série va s'achever, évidemment ça l'émotionne. Ça le rend triste. Oui, c'est normal. Eux, ils y sont depuis 9 ans hein, dans cette série, et c'est vrai que bon, c'est un cycle sa carrière qui aussi. Voilà. Clairement. Ouais. Et comment ne pas parler de Millie Bobby Brown qui, elle aussi, a complètement explosé grâce à la série. Donc le fait que ça s'arrête, forcément, eux, ça leur permet de lancer de nouveaux projets, mais bon, ça s'arrête, quoi. Donc petite larme à l'œil, et j'aimerais bien qu'ils fassent un making-of de cette saison 5, ça risque d'être assez sympa, des petits moments de fin de tournage, je pense que ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup d'œil. Ouais. Parlons de Buffy, et oui, je m'y attendais pas, mais au conducteur cette semaine, on parle de Buffy contre les vampires. Oui, alors c'est moi qui l'ai rajouté, je sais que toi tu n'y connais pas forcément grand-chose. T'inquiète, moi j'ai rajouté un truc au conducteur cette semaine, oui. Bon, vous verrez à la fin. Non, voilà, grand fan de Buffy quand même par ici, et pour une news qui quand même va surprendre les gens et surtout va plaire aux fans, c'est que y a une série audio dérivée de Buffy qui va sortir très bientôt, donc c'est intitulé Slayers, une histoire du Buffyverse, et ce sera diffusé sur les plateformes le 12 octobre prochain. Et en fait, on retrouvera au casting vocal quasiment tous les acteurs de la série, donc James Marsters qui faisait Spike, Charisma Carpenter qui faisait merde, j'ai perdu son Cordelia Chase, etc. Anthony Head, voilà. Donc il y aura tout le monde, ils vont tous reprendre leur rôle, sauf Sarah Michelle Gellar. Pour l'instant, on n'a pas de news sur Sarah Michelle Gellar, donc c'est un peu dommage. Et pour le pitch, en fait, la série commencera avec Spike 20 ans après le final de Buffy contre les vampires, et ça se déroulera dans un univers parallèle où Cordelia Chase, donc qui est jouée par Charisma Carpenter, est l'élu
et non pas Buffy, comme dans la série d'origine. Okay. Et pour terminer sur cette news, le co-scénariste Christopher Golden a expliqué que même si la série parle de Spike et de son amour avec Drusilla, elle concerne quand même tout autant les deux tueuses que sont Cordelia et Indira. Je sais que toi ça ne parlera pas du tout, mais pour les fans ça parle. Moi je nage là-dedans, parce que moi j'ai malheureusement jamais regardé Buffy, et je sais que c'est une erreur, mais voilà. Ça a vieilli un petit peu, c'est peut-être compliqué de s'y mettre maintenant, et rappelons qu'en fait Buffy, donc c'était 8 saisons dans mes souvenirs, et surtout des comic books juste après, qui faisaient la suite en fait de la série, qui était très très bon, et depuis on n'a pas eu grand chose, et là une série audio, donc pourquoi pas quoi. Moi je vais être à l'écoute. On va être curieux, bien entendu. Parlons de Marvel, puisqu'on s'était parlé des artistes des effets spéciaux il y a quelques semaines du côté de Disney, qui étaient en train de potentiellement se syndiquer. Du côté du MCU, du côté de Marvel Studios, c'est fait. C'est signé. Les artistes VFX du Marvel Cinematic Universe ont décidé de se syndiquer. C'est la première fois depuis que les professions des effets spéciaux existent aux États-Unis qu'il y a un groupement qui se syndicalise. Et c'est évidemment un mouvement qui est très important, puisque ça fait des années que du côté des effets spéciaux ça trime, tout particulièrement sous l'impulsion du MCU, puisque les délais sont extrêmement courts, les prix sont extrêmement bas, et souvent ces artistes-là ils sont obligés de faire des heures supplémentaires qui sont pas payées, et parfois ils sont même payés au minimum syndical. Donc voilà, ça va un petit peu dans le bon sens. Derrière, par contre, il faut s'attendre à la réponse de Marvel et de Disney, qui va peut-être essayer de contourner ça, et faire en sorte que, en réalité, les artistes effets spéciaux qui sont à l'intérieur de chez eux, ils soient délocalisés, quoi. Ouais, c'est ça, qui verrouille un peu plus tout ça, quoi. Exactement. Donc ils ont signé chez l'IATSE, qui est un syndicat qui s'occupe généralement des employés de scènes de théâtre, et des gens qui sont dans l'ombre et dans les coulisses d'une manière générale sur les tournages. Donc à voir si tout ça va être bénéfique pour l'industrie. Ce serait souhaitable, puisque ça fait quand même des années que du côté des productions Marvel, tout particulièrement du côté de Disney+, c'est très compliqué sur les productions d'effets spéciaux. On en parlera en fin d'émission, parce que je vous parlais de Secret Invasion. Voilà pour Marvel et les syndicats. Parlons d'une bonne nouvelle. Celle-ci, c'est One Piece saison 2. Yes, exactement. Alors One Piece, la saison 2 a été commandée officiellement par Netflix. Rappelons que One Piece, la saison 1, a rassemblé pas moins de 20 millions de téléspectateurs en quasi 5 jours. Donc c'était quand même un excellent démarrage pour la série adaptée du manga d'Eiichiro Oda. Et au-delà de la saison 2, qui est quand même l'information principale de cette brève, parlons aussi du fait que les producteurs ont des plans sur la suite. Ils veulent pas se limiter à une saison 3 ou 4. Ils parlent même de 6 saisons, voire même parfois jusqu'à 12 saisons dans certaines interviews. Donc voilà. La raison est simple, c'est parce qu'en fait le matériau de base est si dense et continue encore au Japon avec le manga qu'ils ont tout ce qu'il faut pour tenir des années et des années sur la série. Rappelons aussi que la première saison couvre à peine 100 chapitres du manga, et on est déjà à plus de 1000 chapitres sur le manga. Si on fait l'addition rapidement, là, même si on n'est pas bon en maths, on arrive à 10 saisons assez facilement. Donc voilà, donc très bonne nouvelle pour les fans, très bonne nouvelle aussi pour Netflix, qui a peut-être trouvé sa nouvelle série phare, et on sent que niveau bouche-oreille, ça fonctionne bien aussi One Piece. Même ceux qui sont réfractaires aux animés ou aux mangas, ceux qui n'y connaissent rien, ont adoré. Moi le premier, j'avais jamais lu One Piece, j'avais jamais regardé One Piece quasiment, et depuis je suis devenu un One Piece sauce, je ne sais pas comment on dit. En tout cas... ça t'a donné envie en tout cas de te plonger dans les mangas, ce qui est une bonne nouvelle. C'est un petit peu ce qui s'était passé à l'époque pour The Witcher. Quand la série était arrivée sur Netflix, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient rués sur The Witcher 3, le jeu vidéo. Et donc ce genre de cercle vertueux, évidemment, l'industrie apprécie tout particulièrement. Mais mon porte-monnaie pas trop. Et ça, c'est évident, surtout que 7 les euros le manga, ça coûte cher, et quand il y en a plus d'une centaine... Voilà. À noter d'ailleurs une très bonne opération comme récemment de Netflix, qui a donné accès à, je crois que c'était 10 mangas de One Piece en gratos, je sais plus si c'était 12 même, bref. Je crois que c'est 12. Ouais, 12. Donc allez voir sur leur compte Twitter, je pense que c'est toujours là. Ça permettait de couvrir justement toute la saison 1 en manga. Voilà. Et on remercie évidemment la maison d'édition française qui a donné son accord pour ceci, bien entendu. Donc ça c'est pour côté One Piece. Et d'ailleurs, on peut peut-être préciser que Adrien nous a préparé
préparé une vidéo entière sur la question, puisque tu as fait une compilation de toutes les infos qu'on a déjà sur la saison 2 de One Piece. C'est d'ores et déjà disponible sur notre YouTube ou sur notre Dailymotion, selon vos habitudes de consommation. Exact. Du journalisme total. Du journalisme total. Voilà, on mettra le lien pour ceux qui nous écoutent là en direct dans le chat, et pour ceux qui nous écoutent en podcast ou sur YouTube. Et voilà, vous avez juste à taper One Piece saison 2 ou aller sur Pop News. Et normalement, vous nous trouvez. Voilà. Exactement. Voilà. Non, mais voilà, tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est de la bonté d'âme. Merci. On se donne pour vous. Il y en a un qui se donne un petit peu moins, c'est Taika Waititi. Quelle transition magnifique. Taika Waititi, réalisateur et scénariste, de qui on attend un nouveau film Star Wars, et ça fait plusieurs années qu'il est annoncé, ce film Star Wars, et on n'a pas de nouvelles. Et si, en fait, on a une nouvelle un petit peu paglope récemment, c'est que Taika Waititi s'est exprimé à ce sujet en disant que, en fait, il n'avait pas du tout écrit de script encore à ce sujet, ce qui est un petit peu dommage. Il a donné cette information au détour d'une phrase au moment où il donnait un prix à Shawn Levy, justement, dont on a parlé tout à l'heure, lors du Festival international du film de Toronto. Il a dit que peut-être que Shawn Levy, lui, réussira à terminer un script pour son film Star Wars, contrairement à moi. Donc voilà, ce qui montre bien l'état d'avancement du dossier, bien entendu. Donc mauvaise nouvelle, mais ça ne me surprend guère, étant donné que la plupart des projets Star Wars qui sont annoncés depuis ces dernières années ne se font pas, en réalité. On en avait déjà parlé dans un Pop News récemment. Exactement, et Taika Waititi qui a sorti un film là, très récemment sur une équipe de football avec Michael Fassbender qui fait un four au box-office américain, et Taika Waititi qui a tendance à s'éparpiller beaucoup dans ses projets, et donc peut-être que c'est aussi pour ça que Disney a mis le haut là et n'a pas forcément suivi sur son Star Wars, quoi. En l'occurrence, les clés sont dans ses mains, j'ai envie de te dire. S'il termine un script et que Lucasfilm a envie de le faire, c'est quand même plus simple d'avoir un script à montrer pour faire un projet. C'est comme un conducteur de podcast, c'est exactement la même chose. Faut qu'on avance. Allez, c'est parti. Parlons toujours de Star Wars, puisque le film Lando Calrissian, qui devait être un spin-off du spin-off Solo Star Wars Story, n'est plus une série, mais un film, a priori. C'est le frère de Donald Glover, Steven, de mémoire, qui s'est exprimé à ce sujet dans un podcast en disant que, en fait, a priori, la forme du projet, ce serait plutôt un film, plutôt qu'une série, qui avait été annoncée pour Disney+, fin 2020, déjà. Donc ça fait 3 ans qu'on attend ce projet-là. Bon, pour l'instant, ça avance pas des masses, visiblement. Toujours au sujet de Donald Glover, il sera très prochainement sur Prime Video dans un rôle important, celui de Mr. Smith, dans Mr. and Mrs. Smith. Exactement, mais c'est marrant parce que cette news, moi, m'était un petit peu passée à côté. Je l'avais vraiment pas vue sur les radars, et elle a repopé cette semaine. Pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a une série, Mr. and Mrs. Smith, donc dérivée en fait du film, comme tu l'as dit, avec Brad Pitt et Angelina Jolie, qui est prévue. Donc la série sortira en 2024 sur Prime Video, et on retrouvera donc Donald Glover et Maya Erskine dans les rôles principaux, donc exactement les rôles que tenaient Pitt et Jolie à l'époque. On n'en sait pas plus sur la série et sur l'histoire. Évidemment, on imagine que ce sera à peu près la même chose, en tout cas le point de départ sera similaire, avec un couple d'espions qui ne le savent pas. En tout cas, au début, ils ne savent pas qu'ils sont tous les deux espions. On a une première image qui a été diffusée. On voit Glover et l'actrice Erskine tous les deux dans un couloir. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, il faudra attendre un petit peu, quelques mois avant de découvrir la suite. C'est Donald Glover face à la caméra. Donc, moi, je suis très très chaud parce qu'en général, il choisit très bien ses projets. Et s'il choisit un projet comme Mr. and Mrs. Smith, c'est qu'il va le twister un petit peu et qu'il va apporter sa touche aussi. Donc, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Je suis assez client de Mr. and Mrs. Smith, le film, donc moi j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont en faire. Bon, c'est mon petit moment sucrerie du conducteur que j'ai ajouté cette semaine. Il va y avoir un film arabesque. J'ai vu ça, j'ai fait comment? Voilà, donc Arabesque, la série policière des années 80-90, menée par Angela Lansbury, qui avait duré 12 ans, et elle est décédée de son bel âge il y a quelques temps déjà, et désormais, ça a donné des idées à Universal de se lancer dans un film,
Voilà, ça m'a fait marrer de vous l'ajouter au conducteur, mais je vais pas m'apesantir dessus. Mais voilà, un gros bisou aux gens qui regardent TV Braze tous les jours. Je pense à ma copine notamment, qui est branchée là-dessus et qui regarde du coup régulièrement Arabesque. Tu vois, je savais pas comment montrer le podcast, en tout cas faire écouter le podcast à ma mère. Et là c'est bon, j'ai trouvé le moyen. Donc je vais lui dire qu'il y a du Jessica Fletcher dans Voilà, on l'embrasse. On l'embrasse. Allez, on va terminer notre partie brève avec Tim Burton qui est pas spécialement content de comment on a utilisé son Batman dans le Flash dernièrement. Non, il est colère. Tim Burton, en interview, en fait, il a indiqué que le fait que Michael Keaton et Nicolas Cage apparaissent dans The Flash, alors désolé pour le mini-spoiler sur Nicolas Cage, mais vraiment, c'est juste un caméo, hein. Dégueulasse d'ailleurs au passage. En fait, Tim Burton regrette que les studios puissent réinventer des films et des personnages sans la participation des créateurs originaux. Donc rappelons que Tim Burton, lui, est à l'origine du Batman avec Michael Keaton, et qu'il avait prévu de faire un Superman avec Nicolas Cage. Donc vraiment, c'est à lui plus ou moins qu'appartiennent ces deux personnages chez Warner. Et il continue en disant que la direction prise par les studios et l'importance moindre par rapport au travail des créateurs originaux le laisse un petit peu sans voix, et pour lui en fait c'est vraiment on crache un peu dessus quoi, et sans lui demander son autorisation. Donc il est colère, Tim. Mais il a raison. Il a raison. Bon, en ce moment, il bosse sur Beetlejuice 2 avec Michael Keaton, donc il revient à ses premières amours, avec un acteur aussi qu'il a fait tourner dans Batman. Mais je pense qu'il a raison. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais... Je pense qu'il faudra qu'un jour qu'on fasse une grande discussion autour de l'industrialisation de la nostalgie au cinéma. Très bonne idée. Je trouve honnêtement qu'il y a des limites à ça. Et autant Marvel aussi à ses limites, autant The Flash les a bien montrées cet été. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un peu dommage. Le caméo pour le caméo et pour faire le même de DiCaprio dans Once Upon a Time en mode je le reconnais. Bon, c'est un peu moyen, je trouve. Voilà pour les brèves de cette année. Oh, il est là, je le reconnais. Voilà pour les brèves de cette semaine. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour de nombreux autres brèves. Tu vas nous faire, entre-temps, ton point box-office, Adrien. Et oui, c'est parti. Mais pour changer, je vais parler de Barbie. C'est marrant, hein. Barbie qui continue, encore une fois. Il y en a marre, je sais, je suis désolé. Mais bon, voilà, faut quand même en parler. Barbie qui cumule 626 millions de dollars au box-office US. Et donc, ce qui fait que Barbie surpasse Avengers, premier du nom sur le territoire américain. Ah ouais. Donc voilà, elle a battu Captain America et Iron Man, ce qui est quand même assez ouf. Donc là, Barbie, le film de Greta Gerwig, vise le top 10 américain et espère dépasser Jurassic World sur le territoire américain. Donc, pourquoi pas, les estimations disent que c'est possible. Elle ira pas beaucoup plus loin après, quoi, parce le film est déjà en bout de course, mais c'est déjà une perf énorme d'avoir dépassé les Avengers. Au box-office mondial, Barbie est en 14e position de tous les temps, avec 1,4 milliard de dollars récoltés sur le monde entier, avec un autre record aussi, c'est qu'elle a doublé Avengers, l'ère d'Ultron, au box-office mondial. Donc c'est le deuxième Avengers ce coup-ci, ce qui est quand même aussi une perf incroyable. Par contre, il y a très peu de chances que Barbie atteigne le top 10 mondial, le top 10 des films les plus vus de tous les temps. C'est quand même, en tout cas, rapporté le plus au box-office, mais c'est quand même une perf monstrueuse quoi, pour oui, c'est clair. Mais bon, le top 10 c'est vraiment très difficilement atteignable parce que c'est tellement des hauteurs incroyables, hein. C'est ça, voilà. On rappelle que c'est Avatar 2 qui est premier, je crois, de ce top, et donc Cameron Trust, tout ça, c'est compliqué de le déloger. Je reparle aussi d'Oppenheimer pour changer, évidemment. Oppenheimer, lui, il y a une petite nouveauté quand même en fin de point box-office, hein, il y a une petite nouveauté, tout à fait, donc il a rapporté 912 millions de dollars de recettes dans le monde entier, ce qui en fait le biopic le plus rentable de tous les temps, puisqu'il surpasse Bohemian Rhapsody, dans lequel on retrouvait Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury. Donc pareil, joli record pour Christopher Nolan, avec un film qui tutoie le milliard, qui est pas très loin. Il y a la Chine qui permet d'augmenter un petit peu les entrées, mais est-ce que ça va suffire là dans les semaines qui viennent pour dépasser le milliard? Peut-être, on verra. Un film objectivement meilleur que celui qui vient de dépasser, donc ça fait plaisir. Waouh, les balles sont réelles, elles sont tirées. Je continue mon box-office avec Mystère à Venise. Mystère à Venise, donc, qui est la 3e adaptation par Kenneth Branagh d'une aventure d'Hercule Poirot.
Donc il vient à peine de sortir, j'ai pas les chiffres français parce que là le film est sorti ce mercredi, mais en tout cas j'ai les chiffres du premier week-end aux USA. Il a fait 14,5 millions de dollars de recettes pour son premier week-end aux USA, ce qui fait qu'il se situe entre Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil en termes de recettes. D'accord. Donc en fait c'est ok. C'est ok, voilà, c'est plutôt ok. À voir ce qu'il fait sur les prochaines semaines en France, évidemment, on vous en reparlera, et puis dans le monde entier, bien sûr. C'est quand même assez international comme genre de film. Et on verra bien, parce que le truc de Kenneth Branagh, c'est que c'est fluctuant aussi au niveau qualité. Il y en a qui disent que c'est mieux que Mort sur le Nil. D'autres voilà, qui préfèrent une aventure comme Crime de l'Orient Express. Donc à voir, c'est subjectif. Mais je suis curieux de voir comment il performe. Moi, je suis pas spécialement fan des films de Branagh, en tout cas de ses adaptations d'Hercule Poirot. Moi, j'avais vu que le Crime de l'Orient Express à l'époque. J'ai pas vu encore Mort sur le Nil. Mais j'aimerais bien quand même aller voir celui-ci, parce que j'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent côté ciné. Donc pourquoi pas. On verra bien. C'est la fin de mon point box-office. Bah écoute, merci beaucoup Adrien pour ce point box-office. Comme d'habitude, il y aura évidemment de nouveaux ajouts dans les prochaines semaines, bien entendu. Évidemment. Parlons du gros sujet de la semaine. On a décidé de le dédier à Aquaman 2, puisque bon, c'est vrai que ça fait un petit peu souvent du DC, donc on va essayer voilà, dans les prochaines semaines, d'essayer de trouver d'autres choses. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité est un petit peu tournée du côté de Warner et du côté de DC Studios. Aquaman 2 qui est un peu le dernier chant du cygne de l'ancien DC Extended Universe, et qui doit a priori rapporter énormément de pépettes s'ils veulent à peu près être ok sur leur finance, quoi. Et on va justement en parler aujourd'hui, parce que moi ma question c'est: est-ce que Aquaman 2 est un fou rassuré? Parce que j'ai le sentiment que ce film est plus ou moins en train d'être abandonné par Warner Bros. Moi mon premier point en fait à ce sujet, c'est le fait qu'ils aient pas décalé la date de sortie, alors qu'ils l'ont fait pour Dune partie 2. Donc c'est un film qui va pas pouvoir être promu par ses acteurs. Et on sait que ce genre de film-là, il faut qu'il soit poussé par ses acteurs, notamment Jason Momoa. Bien sûr. Et donc c'est quelque chose qui sera potentiellement possible pour Dune partie 2, puisqu'ils l'ont décalé en mars, comme on vous l'avait dit dans une précédente émission, et ça sera sans doute pas le cas pour Aquaman 2. Donc, grosse problématique, et potentiellement que Warner a décidé de s'en laver les mains, potentiellement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais je pense que c'est un film qui est laissé de côté exprès. Là c'est flagrant. Déjà les fans se plaignaient du fait qu'il n'y ait pas de bande-annonce avant la sortie du film, en tout cas qu'il y avait un laps de temps très court entre la bande-annonce et la sortie du film. Donc là on sent qu'ils ont été pressés peut-être par le temps pour sortir cette bande-annonce. C'est un film, comme tu l'as dit, qui est la fin d'une ère pour DC Studios. On le sent. Il y a Blue Beetle là qui est en train de faire son flop tranquillement de son côté. Il a rien apporté, c'est l'un des pires fours quand même de cette année. Lui il sort, même si bon il y a un affect des fans pour Momoa, parce que c'est une bonne incarnation d'Aquaman au cinéma. Aquaman, faut rappeler quand même qu'il avait rapporté énormément de fric. Donc, 1 milliard 150 millions, un truc comme ça, en 2018. C'est loin d'être négligeable. C'est le seul film du DC Extended Universe qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars. Exactement, Donc oui, parce que je parle pas de Joker et je parle pas de The Batman, hein. Je parle du DC Extended Universe. C'est le seul à avoir dépassé le milliard, et il a dépassé Batman v Superman qui avait fait 873 millions, et Wonder Woman qui avait fait 822 millions. Et depuis, on n'arrive plus à arriver à ne serait-ce que 500 millions de dollars de recettes. Donc c'est Aquaman, c'est en fait la seule licence qui a réussi vraiment du côté de DC. Est-ce que Aquaman 2, à ton avis, est capable d'arriver à ces hauteurs-là? Non, il n'y arrivera pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le marketing autour du film est mauvais, voire inexistant, quasi. Donc déjà, d'une, la bande-annonce a tardé à arriver. 2, les acteurs vont pas défendre le film. 3, il y a des polémiques aussi autour du film avec Amber Heard, faut en parler quand même, hein, vite fait, mais bon voilà, par exemple elle est absente du trailer, même si on justifie ça en mode c'est le scénario, c'était prévu qu'elle n'apparaisse pas plus que ça, il y a quand même un souci, c'est le love interest d'Aquaman, normalement il devrait apparaître. Déjà pour toutes ces raisons-là, tu sens que c'est un film un peu caillou dans la chaussure pour DC. La grève n'aide pas.
Évidemment, la grève n'aide pas. On en a parlé avec les acteurs, avec le fait qu'ils puissent pas promouvoir le film. Et les gens sont lassés depuis la sortie du premier. Il y a eu un laps de temps quand même qui s'est écoulé. Il y a eu plusieurs années. Il est sorti en 2018 dans mes souvenirs. 2018, ouais, ça fait 5 ans. 5 ans. Et c'est 5 ans de films de super-héros dans la gueule. 5 ans de lassitude aussi des gens. 5 ans de cinéma. Le Covid aussi est passé par là. Le prix des places a augmenté, etc. Et les gens veulent de la nouveauté. Et donc, et les gens sont au courant aussi que c'est la fin. Je pense beaucoup sont au courant que c'est la fin d'une époque pour DC. Et donc le mode de consommation des super-héros en tout cas a changé. Je pense qu'on est moins fan de ce genre de gros blockbusters qui en plus, on va en parler après du trailer, fait pas plus rêver que ça. Enfin, moi, oui, c'est clair. Parlons-en justement de ce trailer. Il a été rendu disponible il y a quelques jours, il y a 3 jours. Il fait 12 millions de vues sur la page YouTube officielle de DC. On est très très loin des records évidemment. Donc on sent que l'engouement est assez modéré. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce trailer? Moi honnêtement je le trouve très lambda. Cette bande-annonce d'Aquaman 2. J'y vois énormément de choses que j'ai déjà vues en fait dans des précédents films de super-héros. Bon déjà, il n'y a pas grande nouveauté par rapport à Aquaman 1, non. Bien sûr. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai vues par exemple dans Black Panther 1 et aussi dans Black Panther 2. J'ai l'impression que le scénario du film, c'est le Killmonger de Black Panther 1 qu'on met en place dans un antagonisme à peu près similaire à celui de Black Panther 2, à savoir quelqu'un qui veut détruire le royaume d'Atlantis. Donc bon, c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu d'originalité pour faire mouche. Ouais, non, mais complètement, c'est une bonne réflexion, tu me l'as dit avant qu'on enregistre, c'est justement cette pensée où tu penses, enfin tu trouves que justement ça ressemble à Black Panther 1 et 2, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, il y a de ça, il y a un peu de ça, évidemment au bout d'un moment c'est dur de trouver des scénarios originaux. C'est vrai. Il y a un peu de ça, j'attends de voir le film quand même pour juger sur pièce et me dire voilà, est-ce que c'est justifié de la même façon. Il y a ce côté-là, il y a aussi un côté, j'ai l'impression, buddy movie, un duo justement de amis-ennemis, tu vois, le méchant du premier en fait devient pote avec le héros. Voilà, ils vont devoir faire équipe et j'imagine qu'à la fin il va peut-être le trahir, mais pas trop. Ça, tu l'as vu dans Loki, enfin pas dans Loki en fait, dans Thor, dans les films Thor avec Loki et Thor justement. Ce côté en fait, on transforme Loki en mec cool. Tu vois, en fait, on l'a vu partout. Je suis entièrement d'accord. Il y a vraiment des poncifs de scénar qu'on a vu et tout ça dans la bande-annonce. La bande-annonce qui en dévoile beaucoup aussi, je trouve. C'est pas faux, mais comme beaucoup de bandes-annonces ces dernières années, mais c'est vrai que on a l'impression d'en voir beaucoup. Et en fait, tu l'as dit, ce film a priori, abandonne quasiment complètement le personnage de Mera, joué par Amber Heard. Alors, James Wan s'est exprimé à ce sujet en disant que ça avait jamais été prévu que ce film mette en avant ce personnage-là. Pour lui, le premier film, c'était Arthur et Mera, donc Aquaman et Mera, et le deuxième film, c'est Arthur et Orm, son frère. Bon, je trouve qu'à ce sujet-là, il botte un peu en touche, parce que c'est toujours un peu compliqué en ce moment de parler d'Amber Heard, puisque c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui la détestent, du coup, maintenant on la met un petit peu sous le tapis, voilà, ce qu'elle avait dit d'ailleurs dans son procès. Donc c'est un peu étonnant, et je sens que ce sujet-là va être très clairement mis de côté. D'ailleurs, ça doit les arranger en promo, de pas avoir à faire la promo avec Amber Heard, de pas avoir à faire de promo du tout avec elle, quoi. D'ailleurs, on l'a cherché, il y a un seul plan dans le trailer avec elle. Je l'avais pas vu, c'est toi qui l'as vu. Je ne l'avais pas vu, quoi. C'est fou, c'est un plan en plus d'une seconde. Hein. Ouais. On voit plus le père de Arthur Curry, donc Aquaman, on voit plus Nicole Kidman, on voit plus ces acteurs-là. On voit plus le bébé. Le bébé d'Arthur, que Amber Heard, qui est quand même, son love interest, son amoureuse, ce qui est quand même fou, quoi. C'est quand même assez fou. Il y a des trucs qui m'ont fait marrer dans cette bande-annonce. Revoyez le début, mais moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Aquaman, qui est donc chez lui, qui s'occupe de son bébé, etc. Tout ça fait un peu, d'ailleurs, les Indestructibles, dans l'idée, on a déjà vu ça aussi. À la limite, pourquoi pas. Et juste après, on voit un plan de lui qui sort, qui va chercher le linge qui est étendu sur la corde à linge, et il y a son costume d'Aquaman. Et là, tu te poses une question, tu te dis, attends, le mec va dans l'eau, c'est le roi des océans, et le mec fait sécher son costume au soleil. Quel intérêt? En fait, pourquoi il le lave à la machine? Je sais pas. Tu vois, c'est ce genre de truc, tu fais, bon, soit il est bourré, ce qui peut être le cas avec Aquaman, parce qu'il aime bien, il est porté sur la bouteille, soit c'est une incohérence monstrueuse, et il faut, je sais pas. Mais voilà, c'est très étrange.
Là, pour moi, c'est une séquence humoristique de ce film, à mon avis, qu'on découvrira en salle. Où il est fatigué, il a étendu le linge. Voilà. Ouais. Là, à mon avis, tu sais, il est en mode Thor Big Lebowski, là. Tu vois. Oui, d'accord, mais Thor, au moins, c'était drôle. Enfin, il y avait une vraie justification, tu vois. Ça, là, c'est... Ouais. Bon, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres plans qui t'ont marqué dans ce trailer ou pas? Non, parce que j'ai dormi au moins 1 minute sur les 2, donc ouais, non, clairement, j'ai regardé ça de loin. Si, j'aime bien Yahya Abdul-Mateen, donc celui qui fait Black Manta. C'est un très bon acteur, lui je l'aime beaucoup, il joue dans Watchmen, enfin Watchmen la série, il joue dans Matrix 4, bon voilà, mais il joue très bien ce mec-là, et je l'aimais bien dans le premier en Black Manta, il était cool. Ouais. Évidemment, le costume, c'est compliqué. Le costume est compliqué, mais il avait une scène à la Iron Man que j'aimais bien dans le premier où il construit son costume, c'est un peu galère. Les effets spéciaux du premier étaient très cool et j'ai hâte de revoir ça aussi dans le 2. Mais donc ouais, non, ce que j'ai retenu, c'est un peu Yahya Abdul-Mateen qui est vraiment bien en Black Manta, qui a l'air très cool aussi investi dans le truc. Pour le reste... Il y a des plans de jungle qui ont l'air sympas. Tu sens que c'est ce que j'avais aussi apprécié dans le premier. Il y a beaucoup de scènes de jour. Ils tentent des choses. Dans le premier, il y avait toute cette scène en Italie, je crois, toute cette séquence très longue sur les toits. C'était bien filmé, c'était bien cool, c'était bien rythmé. Là, j'ai envie de revoir ça aussi. Et après, j'en attends pas grand-chose dessus. Donc là, je gratte un peu les fonds de tiroir. Et je sais pas, la dernière chose bizarrement, je trouve que les scènes dans l'eau sont pas mal faites. Oui. Alors évidemment, c'est pas du niveau d'Avatar, etc. Mais c'est assez fluide. Tu te perds pas dans l'action. Et même dans la bande-annonce, ça a l'air plutôt joli. Et je trouve que c'est coloré, mais dans le bon sens. C'est pas juste on met des couleurs flashy. C'est très bien designé. Et quand DC fait du bon design, en général, ça se voit, quoi. Ouais. Mais justement, moi, il y a des phases qui m'avaient beaucoup marqué dans Aquaman 1, c'est quand James Wan se permettait enfin de faire un truc un peu horrifique, avec ces phases dans les tréfonds, où il y avait des poissons, enfin des bêtes très sombres, tu vois. Et je les ai un petit peu perçus dans ce trailer-là. J'espère qu'il aura l'occasion de remettre un petit peu le couvert là-dessus, parce que j'ai trouvé que c'était une des séquences les plus réussies du premier épisode. Carrément. Non, c'est une belle séquence. Dans mes souvenirs, s'ils sont sur un bateau de pêcheurs, et ils vont plonger, il y a de la lumière rouge qui les suit. Enfin voilà, c'était un plan très joli. Un peu à la Godzilla de Gareth Evans, c'est ça, où ils plongeaient aussi dans le ciel. Voilà, c'était un peu hors du temps. Et j'aime bien quand ils prennent des risques comme ça. Mais James Wan est un très bon réalisateur. Quand on lui donne les moyens, comme tu dis, de faire ce qu'il À ce sujet, d'ailleurs, James Wan qui s'est exprimé sur le potentiel d'une suite après Aquaman 2, il a dit que en fait ils avaient laissé des possibilités dans Aquaman 2 pour que potentiellement il y ait une suite, mais quand on gratte un petit peu, visiblement lui il a très envie d'une pause et de prendre des vacances parce que le film a été a priori compliqué, donc ça sera peut-être pas avec James Wan derrière la caméra, et potentiellement James Gunn n'en voudra pas dans son nouveau DC Extended Universe à ce sujet. D'ailleurs, James Wan a dit qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre ni l'ancien ni le nouveau DC Extended Universe. Donc a priori, le film se tient à peu près pour lui-même entre le premier et le deuxième, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Ce qui serait idéal pour lui, je pense, pour le film. Ouais. Et ce qui est un peu, évidemment, ce qui confirme l'aveu d'échec du précédent DC Extended Universe. Donc voilà. T'as ça, et pourtant, il y a quand même eu des rumeurs comme quoi Michael Keaton et Ben Affleck auraient participé à des reshoots d'Aquaman 2, mais James Wan, dans cette interview donnée à Entertainment Weekly, dit tout le contraire. En tout cas, il botte en touche, et pour lui, c'est pas le cas. Peut-être qu'en fait, ils ont participé à des reshoots, mais est-ce qu'ils les ont gardés au montage? Pas forcément. C'est la problématique. Donc, et visiblement, s'il dit qu'il n'y a pas de lien, c'est probablement qu'ils apparaissent pas ou plus dans le film, tout simplement. Donc voilà pour Aquaman 2. Moi, je lui souhaite qu'il soit très bien et que ça marche bien pour lui. Je n'entends plus Adrien. Je t'entends plus, Thomas. C'est moi. Cette fois, je t'entends désormais. C'est bon, je t'ai retrouvé. Waouh, les aléas du direct, bien évidemment. Ça, vous ne les aviez pas quand vous regardiez que les rediffusions, mais désormais, quand on est en live, les problèmes sont en direct. Et donc le chat en profite également. Exactement. Donc tout ça pour vous dire que je lui souhaite évidemment d'être très bien ce film et qu'il fasse ses billets. Il n'y a pas de problème, mais d'une manière générale, les suites sont toujours un petit peu plus compliquées d'un point de vue qualité. Donc on lui souhaite de casser la loi des séries, tout simplement. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais on te le souhaite.
Mais ouais, bah, j'espère, on verra bien, mais ça sent la fin. Clairement, ça sent la fin pour DC. Bah, quand tu vois que Warner fait si peu d'efforts, Ouais. bon, Ouais. c'est un petit peu dommage, quoi. Ouais, complètement. Ok, et ben très bien, on va passer au radar des sorties. Je te propose de parler de ce qui va sortir dans le courant de la semaine, et il y a beaucoup de choses. Le premier truc sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la sortie en salle d'un film qui s'appelle Acid, donc le 20 septembre. C'est un film de Juste Philippot qui avait précédemment marqué les esprits avec La Nuée. Très bon film, La Nuée. Ouais, ben c'est un film un petit peu qui ressemble un petit peu à ça, puisque l'idée c'est que c'est un drame un peu fantastique, un peu science-fiction, où il y a une famille dont fait partie Guillaume Canet, qui doit s'unir pour faire face à une catastrophe climatique à base de pluie d'acide sulfurique. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'avait proposé Juste Philippot avec La Nuée. Donc ça a l'air plutôt sympathique. Et il y a la série Rain aussi sur Netflix. Ouais. C'est vrai. Et le film avait été présenté hors compétition à Cannes cette année. Donc voilà, ça c'est la seule sortie salle que je vous ai sélectionnée cette semaine. Sinon il y a plein de sorties streaming et plein de sorties jeux vidéo. En streaming et aussi sur Canal+, vous aurez la série 66.5, qui est une série judiciaire sur Canal+, portée par Alice Isaz, qui joue une avocate à Bobigny, qui va revenir un petit peu à Bobigny pour défendre en fait des malfrats et autres, etc. Et qui va, ce faisant, s'émanciper un petit peu de tout ça et trouver un petit peu sa façon de faire. Donc, série judiciaire sur Canal+, à surveiller potentiellement si ça marche bien et si c'est de qualité. Donc ça c'est à partir du 18 septembre, donc aujourd'hui, heure de diffusion de ce stream. Lucky Hank, c'est une série qui est portée par Bob Odenkirk, que l'on connaît pour Saul Goodman notamment, dans Breaking Bad et donc dans Better Call Saul. C'est sorti en mars dernier aux États-Unis et enfin ça arrive en France, c'est sur OCS. On y suit Bob Odenkirk en professeur d'anglais qui est en pleine crise de la quarantaine, où il se passe des choses et lui il en peut plus, et donc ça a l'air relativement drôle. La bande-annonce c'est sympa. Ouais, ça arrive sur OCS dès le 19 septembre. Il y a 2 séries qui s'achèvent à partir de cette semaine en France. C'est Mayans MC, la saison 5 et la saison finale qui arrivent à partir du 20 septembre sur Canal+. Il faut savoir que c'est déjà terminé aux États-Unis depuis juillet. Donc bon, les pirates sont déjà au courant a priori, mais voilà, donc le spin-off de Sons of Anarchy s'achève désormais en France à partir du 20 septembre sur Canal+. C'est la même chose pour Sex Education saison 4, la 4e et dernière saison sur Netflix, qui arrive le 21 septembre. On a une série qui démarre, c'est un spin-off. C'est The Continental, qui est le préquel de John Wick, qui arrive sur Prime Video à partir du 22 septembre. C'est 3 épisodes d'1h30 qui seront tous diffusés à rythme hebdomadaire. Donc le 22 septembre le premier, et puis le 29 septembre le deuxième, etc. C'est des épisodes d'1h30 où l'on voit comment Winston a réussi à mettre la main sur le Continental de New York dans les années 70, et qui de mieux comme antagoniste que Mel Gibson pour cette série. Très hâte de découvrir ça. Côté jeux vidéo, le 19 septembre, on a Lies of P qui sort sur PlayStation, sur Xbox Game Pass et sur PC. C'est un jeu d'action-aventure à la Dark Souls qui s'inspire de l'histoire de Pinocchio et la transfère du côté de la Belle Époque. On a aussi Mortal Kombat 1 qui sort sur PS5, sur Switch, sur Xbox Series et sur PC le 19 septembre. Bon, le jeu de combat, on ne le présente plus. Sur PC, un jeu cosy qui s'appelle Moonstone Island, un jeu 2D à la Stardew Valley où il faut collectionner des créatures avec des combats à base de cartes et des mécaniques sociales. Tout ça, ça sort le 20 septembre sur PC. Et Payday 3 le 21 septembre sur PS5, sur Xbox Series et sur PC. C'est la suite du jeu de tir en coopération où l'on organise des braquages, tout simplement. Voilà pour le radar des sorties qui était, ma foi, fort important cette semaine. On va passer au reco et je vais te proposer de parler tout de suite de ta reco. Une anti-reco, une reco, on va voir ça tout de suite avec Tapi. Exactement, Tapi. Alors je savais pas si j'allais regarder Tapi cette semaine, mais je me suis dit pourquoi pas, Netflix a bombardé niveau marketing, et étrangement, j'étais curieux en fait d'en savoir un peu plus sur la vie de Bernard Tapie, parce que j'ai quand même grandi avec les Guignols. Excuse-moi, c'était quand même une figure importante des Guignols de l'info. Non, mais Tapie, on a toujours ce mec-là, voilà, un peu
qui prend de la place quoi, dans les émissions de télé. En tout cas pour nous, à l'âge qu'on a, on l'a connu dans les années 90-2000. Il est mort il n'y a pas si longtemps en plus, Tapi. Il est mort en 2019-20, je crois. Je sais plus. Voilà. Peut-être même après, je sais plus. Mais en tout cas, c'est assez récent. Mais est-ce qu'on connaît vraiment beaucoup de la vie de Tapi? Je pense pas. C'est pas fou. Et alors, c'est pas la vie la plus passionnante du monde, mais Laurent Lafitte. Lafitte. En 2021 pour info. Ah ouais, ça fait que 2 ans. Ouais, okay, ils ont pas traîné quand même pour faire une série sur lui. C'est vrai. Série d'ailleurs, précisons, faite par Tristan Seguela, qui est le fils de Jacques Seguela, le publicitaire. Jacques Seguela, si on n'a pas de Rolex avant 50 ans, on a raté sa vie. Et donc, en fait, Tristan Seguela, lui, a passé son enfance avec ses parents, et ses parents étaient amis avec Bernard Tapie. Donc il l'a quand même côtoyé assez souvent. Et il s'est dit, tiens, je ferais bien une série sur Bernard Tapie, qui est quand même un personnage de la France, qui a quand même été l'un des plus gros businessmen français, qui a été ministre sous Mitterrand, ensuite qui a été président de l'OM, qui a possédé Adidas, etc. Donc c'est quand même un énorme capitaine d'industrie qui en plus s'est lancé en politique. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est intéressant de voir cette série, qui est incarné par Laurent Lafitte, donc qu'on avait vu dans Les Petits Mouchoirs, qu'on avait vu dans plein d'autres films. Et en fait, déjà, Laurent Lafitte a un peu le physique de Tapi dans la série, c'est assez bien fait. Mais comme il le dit en interview, il n'a pas voulu se grimer au point de devenir le gros Tapi voilà, qu'on connaît tous. Mais c'est laisser comprendre aux téléspectateurs que c'est Tapi sans forcément jouer le sosie, quoi. Et bon, c'est ce qu'il dit d'ailleurs en interview. Il dit, je me suis inspiré plus de la perf de Joaquin Phoenix dans Walk the Line, qui n'est pas une copie conforme de Johnny Cash, mais tu sais que c'est Johnny Cash, quoi. En ayant dit tout ça, est-ce que Tapi ça vaut le coup ou pas? Eh ben, c'est pas si mal. Franchement, je m'attendais à un truc très ok, mais c'est pas si mal parce que déjà t'en apprends pas mal sur la vie de Tapi dans sa jeunesse. C'était un débrouillard de ouf, c'est un prolo. Le mec en fait vient de rien du tout. Son père était chauffagiste, sa mère était femme au foyer, et donc lui il faisait petit boulot sur petit boulot. Et puis c'est son leitmotiv à chaque fois, c'est il faut jamais arrêter de rêver, il faut toujours continuer, même si on fait des erreurs, même si on se plante, il faut toujours rêver, jusqu'au point où en fait il monte les échelons, il grimpe, en fait il devient un peu roi de la France dans l'idée, parce que il a ce côté business, il a ce côté politique, il a tout pour lui. Mais en fait, au bout d'un moment, le système qu'il dénonce tout le temps, en fait, lui-même, au bout d'un moment, en fait, se fait bouffer par ce système. Et il va appliquer des choses qu'on lui a appliquées quand il était plus jeune, et il devient une part de ce système, il devient en fait une part de cette machinerie, et donc il devient un gros magouilleur de l'espace qui va, par exemple, évidemment, la série se termine là-dessus, acheter des joueurs pour le match Marseille-Valenciennes, qui a fait les grands titres à l'époque. Et donc la série se déroule. Sur la fin, ça commence un petit peu à ronronner, jusqu'à une scène assez incroyable en huis clos qui dure, je pense, 15-20 minutes. Et la série se termine quasiment là-dessus. Hein. Il reste après, on va dire, 10 minutes de conclusion d'épilogue, quoi. Mais la série se termine quasiment là-dessus, et t'es pris, en fait. T'es pris par cette scène où ça dit toute ta vie. T'as tout dedans, en fait. T'as ce côté orgueilleux, magouilleur, rêveur, charmeur. T'as tout, en fait, dans cette scène-là. Et donc, tu vois toutes les facettes de Tapi. Et tu vois toute sa déliquescence aussi à ce moment-là, qui peut pas, des fois, il trouve plus fort que lui parfois, quoi. Et donc c'est très dur de le faire tomber de son piédestal, mais là il tombe, quoi. Mais je vous apprends rien, Tapi elle est en prison, hein, donc voilà. Mais voilà, et donc rien que pour cette scène, je conseillerais de regarder cette série qui est en 8 épisodes, qui est sur Netflix, portée par Laurent Lafitte, avec Camille Chamou, avec pas trop d'acteurs connus. Joséphine Japy qui fait sa femme, Joséphine Japy qu'on avait vu dans le film qu'on avait vu, on l'avait chroniqué dans Pop Tier avec Malik Bentala. Jack Mimoun. Donc voilà, donc franchement, si vous n'avez pas grand chose à faire, matez Tapi, c'est pas une mauvaise série, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Ok, bah écoute, c'est noté pour Tapi sur Netflix, qui est sorti la semaine dernière en fait, hein, tu n'as pas tardé. Exactement. Et moi j'ai tardé par contre pour regarder Secret Invasion. En réalité j'ai tardé à regarder le dernier épisode que j'ai regardé cet après-midi. Ah oui, t'as tardé. Oui, parce qu'en fait j'ai regardé les 5 premiers épisodes, j'ai fait c'est vraiment pas bon quand même, et j'ai débattu l'idée de ne pas regarder la fin, et au final j'ai regardé la fin parce que je voulais vous en parler ce soir. Et en fait c'est vraiment pas très bien, et ça fait partie, je pense, des pires productions Marvel de ces dernières années. Ouais. J'ai vu que les 2 premières, mais je me suis spoilé la suite, c'est pas fou. Hein. Il y a une problématique déjà de rythme, parce que c'était un film à la base, c'est devenu une série, très mauvaise idée.
puisque c'est trop long, ça raconte pas grand-chose, ça donne très très peu de grain à moudre aux acteurs, et moi ce qui m'embête vraiment, c'est que ça ne rend pas justice au personnage de Nick Fury, ni à Samuel L. Jackson en tant qu'acteur, donc ça c'est vraiment problématique. Et puis en fait Secret Invasion, pour faire le pitch rapidement, c'est il y a une invasion du coup sur Terre des Skrulls, qui sont des change-formes, et qui peuvent donc prendre la forme de personnages importants du monde entier. Donc ça, le pitch est intéressant, ça déjà c'est inspiré d'un run de comics qui s'appelle Secret Invasion, c'est super. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Et donc, ça pouvait être un truc hyper intéressant d'un point de vue genre espionnage et des choses comme ça, tu vois. Et en fait, ça passe très vite à la trappe, puisque l'objectif, c'est de traiter un petit peu les erreurs et les errements de Nick Fury, ce qui est somme toute intéressant. Le problème, c'est que Nick Fury, c'est un personnage qu'on n'a jamais développé depuis le début du MCU. Donc c'est un peu trop, et trop vite. En réalité, puisque du coup, on te gave de tout ça en très peu de temps, et en réalité, on perd de vue les enjeux. Et honnêtement, pour avoir vu le climax cet après-midi, ça fait c'est un soufflet qui s'éteint, quoi, mais genre vraiment, quoi. Donc, et ça a des implications pour le MCU au global pour la suite, et tu ne sais pas comment ils vont faire, puisque là, un des trucs que Marvel a le plus de mal à gérer, c'est les personnages qui sont trop forts. Et là, on en crée un nouveau. Donc tu te dis, mais comment ils vont faire? Et vraiment, Secret Invasion, pour moi, c'est de bout en bout que des points négatifs. Parce qu'il y a des bons acteurs. Olivia Colman, comment elle s'appelle, Ben Mendelsohn, ouais, Olivia Colman, Samuel L. Jackson, Emilia Clarke, Men Kingsley Ben-Adir, c'est des bons acteurs, tu vois, quand tu leur donnes des choses à jouer. Mais là, il y a rien. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait tellement de choses à faire avec Secret Invasion que là, en fait, tu rends une copie qui est à peine terminée, quoi. J'ai trouvé le premier épisode assez ok, parce qu'il y avait un côté guerre froide que j'aimais bien. Mais en fait, comme tu dis, en fait, ça part vite en vrille, et dès le 2, je fais oui, non, je vois plus trop l'intérêt. Et puis ça ronronne très très vite, quoi. Ça ressemble un peu à Falcon et Winter Soldier. C'est vrai. Et dans l'idée de mettre un duo, un petit peu, de tenter des trucs, mais ça marche pas, je trouve. Ça marche pas du tout. C'est 6 épisodes de 30-40 minutes, et c'est déjà trop. Parce qu'on a vraiment étendu vraiment la tartine, il y a vraiment très peu de confiture dessus au bout d'un moment. Donc voilà, c'est vraiment dommage, c'est un rendez-vous manqué encore un de plus du côté de Marvel Studios, et d'ailleurs c'est celui-ci qui a donné à Bob Iger l'envie de dire qu'il fallait peut-être se calmer un petit peu sur la quantité, puisque voilà, visiblement la quantité on n'y arrive pas, puisque les effets spéciaux, c'est vraiment nul. On rappelle que le générique est fait par une IA. Ouais, et c'est en plus, à la rigueur, ce serait inspiré. Mais là, c'est très très moche, quoi. Ah, c'est horrible. Donc, non, c'est honnêtement, à tous les étages, il y a eu des très mauvaises décisions. Secret Invasion, tu sens que c'est un projet qui est malade, et la copie rendue est très mauvaise. C'est fou quand tu penses qu'ils nous ont sorti du Daredevil, du Jessica Jones à l'époque, c'était pas sous l'égide Disney, Marvel Télévision, ouais. Mais Marvel Télé, c'était quand même vachement bien, c'était beaucoup plus inspiré. Punisher, même la saison 1 était très cool. Là maintenant, tu sens qu'ils ont des comics à adapter, ils les adaptent, mais il y a plus rien derrière, il n'y a plus de création, plus d'inspiration. C'est ça. Il y a des deadlines à tenir, et il y a surtout un espace médiatique à occuper pour faire plaisir à des actionnaires d'une corporation auquel appartient Marvel, et c'est à peu près tout en fait. Et donc du coup, on balance tout ça sur Disney+, on essaie de gaver les gens, mais en réalité, plus ça va, moins on nous propose de la qualité. Ça commence très sérieusement à se voir. David dans le chat qui nous dit, à part Loki et WandaVision, les séries Marvel sont vraiment pas terribles. Je suis assez d'accord avec ça. Et encore, WandaVision, ça bat un peu de l'aile sur la fin de saison. Sur la fin, mais c'est vrai que ça tient quand même sur la moitié de la saison, c'est déjà cool. Moi j'avais beaucoup aimé le début de saison de WandaVision jusqu'au milieu. Et c'est vrai que Loki, j'en attends beaucoup de la saison 2, j'espère qu'ils vont pas se rater. Pareil, j'ai très hâte. Voilà donc pour le point reco cette semaine, et c'est déjà la fin de cet épisode de Pop News, l'épisode 19. On va rappeler évidemment à tous les gens qui nous écoutent où est-ce que nous sommes. Nous sommes sur Twitch tous les lundis à 20h30. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Dailymotion, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok. Instagram.
Et Instagram, oh là là, je vais oublier Instagram. Et nous sommes évidemment sur toutes les plateformes de podcast où vous pouvez écouter vos podcasts habituellement. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre des étoiles, de lâcher votre petit follow sur les réseaux sociaux que vous utilisez régulièrement pour pouvoir nous y retrouver, et puis de parler du podcast à vos proches et à vos amis, puisque vous savez que c'est comme ça qu'on va conquérir le monde. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à c'est nous parler la de prochaine nous. corporation. C'est nous. Voilà, mais peut-être que nous, à la tête d'une corporation médiatique, peut-être qu'on ne deviendrait pas les méchants. On sera gentil, évidemment. Je Si sais on a pas. du pouvoir, c'est sûr. Le pouvoir corrompt, paraît-il. Eh oui. tu sais. Voilà, bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 20h30 pour un nouveau live en direct sur Twitch, et puis mercredi prochain pour la rediffusion. Tout ça, c'est sur les plateformes de podcast et sur YouTube et Dailymotion. Merci à tous pour votre écoute, et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.